Sud Radio Média, 10h-10h30, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Vous avez passé un bon week-end? Oui, un week-end anglais si vous voulez savoir. Très bien. Un English weekend. Très bien, on est content pour vous. On va recevoir dans un instant Manuel Alduy, c'est le directeur du cinéma des fictions jeunes adultes et internationales de France Télévisions. On en parle. De la place sur une carte de oui, visite, parce hein. qu'on on va parler de la série événement ce soir qui arrive sur France 2, Abyss, et si la nature se vengeait. Voilà Manuel Alduy qui vient de rentrer dans le studio. Bonjour. On était en train de dire que ça prenait de la place, votre titre, carte de visite, directeur du cinéma des fictions jeunes adultes et internationales de France Télévisions. On est ravis de vous recevoir ce matin pour parler donc de cette, je disais, série événement coproduction internationale. On va revenir avec vous sur le cinéma, les fictions et parler de ce qui se passe sur France Télévisions. Mais on commence tout de suite avec le zapping de Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Samedi sur les écrans du monde entier, ces images impressionnantes de l'horreur absolue. La collision en Inde de deux trains. Le bilan est effrayant. Lorsque le jour se lève, les Indiens découvrent le lieu de l'accident. Les wagons de 3 trains enchevêtrés, certains à la verticale, d'autres couchés sur le flanc, comme si une explosion avait dévasté le site. Sur des centaines de mètres, des wagons pulvérisés. La collision a eu lieu vers 19h heure locale hier dans l'est de l'Inde, à 250 km de Calcutta. Toute la nuit, les secouristes ont tenté de désincarcérer les victimes. Quelques survivants indemnes, 900 blessés et beaucoup de morts. Près de 300 selon un bilan provisoire. Assez fou, hein. Oui, les images sont effrayantes. Vous, Manuel Alduy, qui était à Cannes, on pourra parler justement également de la présence de France Télévisions à Cannes. Il y avait beaucoup d'influenceurs là-bas. Ils ont remplacé un peu les filles dénudées qu'il y avait à l'époque, ce changement d'époque. Mais conformément aux déclarations de Bruno Le Maire, la répression des fraudes a enfin mis le nez dans le business des influenceurs, hein, Valérie, oui. Rebaptisés les influx-voleurs. Et quand on voit la défense, je ne sais pas si vous avez vu ça ce week-end, de Capucine Anav sur BFM, qui a été aussi épinglée, elle continue quand même, vous allez voir, à promouvoir un badge. Vous savez, les badges à l'époque, on disait on met derrière un téléphone et puis on aurait moins d'ondes. Ben, c'est ce qu'elle vend. Ouais. Évidemment, c'est une escroquerie dénoncée par la DGCCRF. Et vous allez voir, son interview sur BFM est assez étonnante. Ce qui m'a été reproché, en fait, c'est un manque de professionnalisme dans mon vocabulaire où j'ai dit que ça aspirait toutes les ondes. Et en fait, je me suis trompée, effectivement, et ils ont raison parce que ça ne peut pas aspirer toutes les ondes, sinon on pourrait carrément plus passer d'appel. Mais vous continuez à en faire la publicité là ou pas? Parce que vous nous le montrez, c'est dans quel but? Oui. Vous continuez à dire qu'il faut acheter ce patch? Comment ça, dans quel but? Ce patch je anti-ondes, soumets à mes... vous êtes sanctionné pour en avoir absorber fait la une partie publicité. des mauvaises ondes maintenant. Je suis sanctionnée parce que je me suis mal exprimée dans ma publication. Mais là, vous venez de dire qu'il aspirait certaines ondes, c'est faux. C'est faux. C'est une bonne ou une mauvaise chose, les influenceurs? Vous les suivez sur Twitter, sur tout ça? Personnellement, je ne les suis pas. Le Festival de Cannes a fait un peu le ménage sur le tapis rouge cette année. Thierry Frémaux a tenu à ce que tout ça soit plus encadré. Et à France Télévisions, on n'est pas vraiment dans ce business-là. Non. Pas vraiment. Et ben on va continuer avec cette nouvelle, Valérie, qui a scotché les médias et les réseaux sociaux. La mort de l'humoriste Guillaume Batz, très jeune, et une pluie d'hommages qui ont été faits à soi-même de plein de gens, ceux qui ont fait un selfie avec lui ou ont fait simplement une seule émission et qui sont devenus le meilleur ami de Guillaume Batz. T'étais trop génial quand tu m'as traité de connard, j'ai adoré. T'étais un comique formidable quand tu m'as dit que mon pantalon vert était très bien. En tout cas, une chose est sûre, l'artiste avait peut-être moins d'amis, mais un talent fou et une autodérision imposée par la vie et élevée au rang d'art. Guillaume Batz est-il contagieux? La réponse est oui, hein, bien évidemment. Donc si vous êtes contaminé aujourd'hui, que dans quelques jours vous commencez à voir apparaître quelques petits changements physiques, je sais pas, la disparition de votre cou par exemple, ou la tronche qui part un peu en boomerang, rassurez-vous, il existe un remède très efficace, le courage. Réflexion faite, je me suis dit il n'y a pas longtemps, moi en fait, pourquoi je rencontrerais pas une femme? Moi j'en suis persuadé, un jour je vais rencontrer une femme qui sera exceptionnelle. Pourquoi? Parce qu'elle aura simplement compris que ce sont mes os qui sont en vert. Oui, mais certainement pas mon cœur.
Ouais, beaucoup d'émotions après sa disparition. Exactement. Ouais. C'est difficile de mettre des personnes handicapées dans des films. Ça arrive souvent, les scénarios qui arrivent à France Télévisions, parce que vous dirigez le cinéma pour France Télévisions. En fait, c'est pas naturel. Nous, on s'est fixé des objectifs, aussi bien dans les fictions de télé que dans les films, de tenir un objectif de diversité, c'est-à-dire d'avoir des fictions. Ça veut dire qu'il y a des quotas ? C'est pas des quotas parce qu'on peut pas quantifier, mais en fait on juge les films et les séries à l'aune de la diversité du pays et ce qu'elles représentent. Et dedans il y a le handicap, il y a l'orientation sexuelle, il y a les origines, il y a les origines géographiques. Pas faire que des fictions qui se passent à Paris. On est très attaché au territoire, donc on regarde cet ensemble-là. On n'a pas tant de propositions, ça vient pas naturellement dans les castings parce qu'il y a deux choses. Est-ce que le handicap doit être le sujet ? Ça c'est un premier point. Et ensuite juste avoir des actrices et des acteurs de toute nature dans nos programmes. Je pense que vous pensez que ça fait partie de votre mission, ça veut dire ? Ça fait partie de la mission, c'est jugé par l'Arcom chaque année. Et vous préférez pas le talent ? Dans le cinéma aussi ? En fait, l'Arcom juge l'ensemble de la programmation de France Télévisions et donc ça en fait partie, bien sûr, ça fait partie de nos missions. Bon, faites un film avec un obèse. Et donc on continue. C'est un petit message. Oui, petit message. Si vous n'aviez pas de selfie avec Guillaume Balz, vous auriez pu briller avec celui de Philippe Pozzo di Borgo, handicapé lui aussi, qui a inspiré le film Intouchable, beaucoup plus rare. C'est le film avec Jacques Rosier, vous savez, réalisateur de La Nouvelle Vague. Voilà, il faut faire des selfies maintenant pour montrer qu'on connaît plein de gens. Et on va rester dans le cinéma, votre domaine de prédilection, donc on va le voir, avec les 100 ans de Warner Bros. Et Pierre Lescure dans C'est à vous. Pierre Lescure qui a aussi un magazine de cinéma le dimanche soir, formidable, très bon magazine. Formidable, on pourra en parler. Dans C'est à vous, il était tout ému de parler des frères Warner. Dans la plus pure tradition de la naissance d'Hollywood, le studio a été fondé en 1923, 100 ans, après que 4 frères, Albert, Harry, Sam et Jack Warner, venus d'une famille d'immigrés juifs polonais, aient commencé à s'intéresser au cinéma. Ils ont acheté en bon gérant un plateau à Hollywood et 5 hectares de terrain. Ils engagent un certain Lubitsch comme premier réalisateur, mais aussi le chien Rintintin, dont la série va rapporter très gros. Quand tous les autres parient sur le muet, ils se lancent, eux, dans le parlant, dès 1927, avec le fameux chanteur de jazz. Je peux vous faire une demande, à quand le retour d'un ciné-club ? Ce serait bien. C'était bien le ciné-club. Oui, on a le cinéma de minuit, il est à la demande. Donc chaque semaine, vous avez un film sélectionné et présenté par Patrick Brion. Il est diffusé la nuit, bien sûr. Sur quelle chaîne ? Il est diffusé sur France 3 dans la nuit de vendredi à samedi, mais le plus important aujourd'hui pour France Télé, c'est que les gens repèrent que notre cinéma se regarde aussi sur France.tv à l'heure qu'ils souhaitent. Donc tous les films du cinéma de minuit, qui c'est notre ciné-club, sont accessibles à la demande pendant à peu près 7 à 14 jours sur France.tv. C'est gratuit, c'est payé par vos impôts. Donc profitez-en. Donc ça existe toujours. Ensuite, ce que l'on fait, toujours dans une approche un peu ciné-club, on multiplie dans l'année des collections thématiques, des cycles. Par exemple, pendant le Festival de Cannes, vous aviez 6 films de légende qui sont passés par Cannes, dont un Hitchcock qui avait été sélectionné par le Festival de Cannes qui n'a pas eu lieu en 1939, qui avait été annulé à cause de la guerre, La Taverne de la Jamaïque. Ces films sont toujours disponibles sur notre plateforme. Donc on appréhende, on a ce rendez-vous régulier cinéma de minuit et des collections thématiques de temps en temps. Et puis jamais le retour d'un cinéma, le magazine ou des coulisses sur le cinéma. C'est un peu ce que fait Pierre Lescure. On a lancé, c'est très difficile. L'exercice du magazine qui traite du cinéma est un exercice qui est devenu difficile puisque le cinéma, on en parle partout. Il y a des podcasts, il y a des youtubeurs, etc. Donc on n'est plus comme il y a une trentaine d'années ou une vingtaine d'années où la télé pouvait amener des images jamais vues au public. Donc on a lancé Beau Geste, qui est présenté par Pierre Lescure, vous l'avez dit tout à l'heure, le dimanche après le film sur France 2. Vers 23h. On l'a reconduit. Donc là, la dernière émission était hier, qui était un peu un récapitulatif de la saison. Donc on repart pour un an avec Pierre Lescure. Beau Geste revient en septembre, fin septembre, jusqu'au Festival de Cannes, exactement comme cette année. Voilà. Alors j'aurais pu vous mettre Vincent Niclot, Valérie, qui se cachait derrière le husky et qui nous a bien menti, mais vous aviez posé la bonne question. Je l'ai mis sur mon Twitter. Et on va finir donc non pas avec lui, mais avec le grand
grand gagnant de The Voice, Aurélien, magasinier de son état. C'est ça aussi la magie de la télé. Il faisait partie de l'équipe de Zazie. Il a obtenu plus de 68% des votes. Et il a évidemment ému beaucoup de téléspectateurs en reprenant Quand on n'a que l'amour de Jacques Brel. C'est fini, The Voice. On a dit moins de 10 secondes, 15 secondes, parce qu'on prend des paris avec John, notre réalisateur. Vous avez tenu 13 secondes, c'est pas mal. J'ai un peu de mal, donc là c'est fini. C'est fini The Voice. Il n'y aura plus de Voice le lundi. Non, je suis très triste. Mais je tiens à préciser aussi nos amis de Twitter que Quand on n'a que l'amour n'est pas une chanson de Céline Dion, mais de Jacques Brel. Parce que tout le monde disait quelle sublime chanson de Céline Dion, il a chanté. Je trouve ça un peu triste. C'est comme ça. Allez, on se retrouve dans un instant pour parler d'Abyss, formidable fiction, série, coproduction qui arrive ce soir sur France 2. Ça a été un carton en Allemagne. On va en parler avec Manuel Alduy qui est avec nous, directeur du cinéma et des productions internationales. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est un homme de l'ombre. Manuel Alduy, vous êtes le directeur du cinéma, des fictions jeunes adultes et internationales de France Télévisions. Et aujourd'hui, on avait envie de vous recevoir pour parler d'Abyss. C'est une fiction qui arrive ce soir. C'est une série, ça va être sur plusieurs semaines à 21h10 sur France 2. C'est une production internationale avec un message écologique avec Cécile de France. Alors racontez-nous ce qu'il y a de particulier. C'est une production assez exceptionnelle, Abyss, de par sa structure. Alors c'est une série qui est particulière au moins à 3 égards. La première, c'est que c'est une histoire donc qui est tirée, c'est une adaptation d'un roman à succès qui date d'une décennie de Frank Schätzing, et le producteur qui s'en est saisi, qui s'en est emparé, Frank Dolger, à qui on doit notamment Game of Thrones, il a vu la matière pour faire une histoire vraiment européenne. Et ça, c'est la première spécificité de cette série, c'est qu'on s'est mis à plusieurs diffuseurs. C'est une histoire qui peut résonner avec le même impact dans chacun de nos pays. Là, ça peut résonner même au-delà de l'Europe, mais le cœur du projet était européen, puisque c'était ZDF, France Télévisions, Rai, d'autres diffuseurs, tous les pays nordiques nous ont rejoints, Hulu Japan y est allé. Donc, c'est pas une série qu'un pays produit tout seul et après lance en espérant qu'elle va impressionner le reste du monde. Non, c'est une histoire qu'on a tricotée ensemble depuis le scénario, le casting, les lieux de tournage. Il y a une douzaine de locations différentes qui ont été retenues. Ça n'a pas été fait en studio intégralement. Il y a bien sûr du studio. Il y a eu 2 scientifiques, une Allemande, un Écossais. Donc la deuxième caractéristique, c'est que c'est une série qui est certes fantastique. Enfin, en tout cas, on espère, puisque il y a des moments quand on voit l'actualité et la crise climatique, on se demande si la réalité n'est pas en train de dépasser notre propos. Donc, il y a un propos fantastique, mais il y a un propos scientifique. C'est la nature qui se venge. Et enfin, troisième particularité pour France Télé. Pour nos auditeurs, puisqu'on a eu la chance de voir, ça démarre par des crabes qui envahissent et il y a des phénomènes. Les images sont sublimes. Voilà, j'y viens, c'est mon troisième caractéristique de cette série pour nous qui est particulier, c'est qu'elle est construite comme un film de monstre. On sait on sait assez vite dès la première soirée qu'il y a certainement une coordination qui explique pourquoi, dans plein d'endroits différents dans le monde, des animaux marins ou sous-marins attaquent les humains. Et attaquent les humains alors que normalement ce sont des animaux qui sont pacifiques. Il y a des crabes, il y a des orques, il y a des baleines, il y a des écrevisses. Mais c'est le cas en Espagne. Oui, c'est ça, avec les orques. Et il y a 3 semaines, vous avez tous vu cette nouvelle d'une attaque coordonnée, en tout cas qui apparaissait coordonnée, d'orques contre des bateaux dans le détroit de Gibraltar. C'est pour ça que je vous dis que ce n'est pas une série documentaire, quoique. C'est pas documentaire, mais c'est très réaliste, en tout cas dans la manière dont c'est filmé. On précise qu'aucun animal n'a été blessé. J'ai lu un article dans Le Parisien qui explique qu'il y a eu des maquettes qui ont été reconstituées, en particulier l'orque morte qu'on voit au départ, au début. Quand on vous propose ce projet, qu'est-ce qui fait que vous acceptez? C'est un budget important pour vous, pour France Télévisions? C'est un budget au total d'à peu près 40 millions d'euros pour les 8 épisodes. Donc c'est une
série qui est inaccessible en termes d'argent pour France Télévisions seule. On peut pas. Donc nous, on a une alliance en fait avec la ZDF et la RAI depuis 2018 où chacun des 3 diffuseurs propose aux 2 autres ses projets les plus importants en disant est-ce que vous voulez monter à bord. Donc la ligne que l'on suit, c'est est-ce que l'histoire qu'on nous propose va faire écho auprès du public français. Là, c'était assez évident. La crise climatique, l'environnement dans lequel on vit, c'est un des sujets de préoccupation principaux des Français. Donc on sait que le sujet va venir. L'étape suivante, c'était de voir comment, avec la ZDF et les autres diffuseurs, on peut trouver une place pour le public français. Cette place, dans la série, elle est incarnée par Cécile de France, qui est un personnage qui n'existait pas tel quel dans le roman, qui a une vraie place dans l'histoire, puisque, sans vouloir divulgacher trop dans la série, c'est un groupe de scientifiques, un peu les Avengers de la science, qui vont se mettre ensemble pour essayer d'aller confronter le monstre qui coordonne ses attaques contre les humains. Mais est-ce qu'on fait la même fiction en Allemagne, en Italie, en Espagne? Est-ce que l'humour espagnol est le même que l'humour allemand? Est-ce que les gros plans et puis les gros plans ou le rythme allemand, est-ce que c'est le même qu'une série française? Comment on arrive à plaire à tout le monde alors qu'on a des télés différentes? Quelles sont les spécificités qui sont différentes par rapport à tous ces pays et le Japon évidemment? Alors vous touchez une des grosses difficultés de ces coproductions internationales. C'est pour ça qu'on n'en fait pas non plus si souvent que ça, parce que ça prend beaucoup de temps. Les Italiens aiment des séries au long cours, avec énormément d'épisodes, des saisons qui se renouvellent. Nous, les Français, on se rapproche un peu du modèle britannique. On préfère des séries plus ramassées en nombre d'épisodes. La narration n'est pas exactement la même. Là, on est dans une série qui est organiquement internationale. C'est pas une série allemande qu'on exporte en France, c'est une série qu'on a conçue à plusieurs. Et donc, quand vous verrez les scènes françaises en français, regardez en version originale, normalement c'est possible, quel que soit l'opérateur qui vous amène France Télévisions. Les scènes françaises sont des scènes françaises qui ressemblent à de la fiction française, avec des acteurs français qui parlent français entre eux, avec des formulations. Pareil pour les Allemands, pareil pour les Suédois, pareil pour les Italiens. Parce que l'histoire s'y prête. La grande difficulté, c'est de faire des coproductions étrangères qui soient pas authentiques. Là, l'histoire, elle est authentiquement internationale. 10 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode en Allemagne quand ça a été diffusé. On ne ferait pas 10 millions demain. Non, je pense pas que ça. Je ne pense pas que ça fera. Oui, le contexte n'est pas le même et on verra ce qu'on fait. On pense que de toute façon, c'est notre mission de traiter du monde d'aujourd'hui et du monde d'après-demain dans tous les genres, donc y compris la fiction. Et on voit que TF1, par exemple, dit renoncer, il y a eu des articles sur le sujet, à tout ce qui était fantastique, parce que ça ne marche pas selon eux. Vous n'avez pas du tout ce point de vue, parce que là, c'est pas fantastique au sens, il y a vraiment une histoire, un thriller. C'est un thriller. Là, c'est du fantastique crédible. Oui, c'est ça. Très franchement, c'est pas une histoire d'alien. C'est du fantastique qui est très crédible, qui est très réaliste. Donc, je pense que le public ne sera pas troublé. Nous, on a commencé l'année 2023 avec un gros succès de fiction qui était Vortex, qui était aussi une série qui se passait dans un futur proche, donc avec des éléments fantastiques. La série, elle a fait 5 millions de téléspectateurs en moyenne par épisode, donc un de nos plus gros succès de télé. Donc on n'a pas d'aversion pour le fantastique. Je pense qu'il y a toutes sortes de genres, et celui-là, Abyss, c'est du fantastique crédible, malheureusement crédible. Quand M6 et TF1 s'attaquent à vous en disant au lieu de faire autant de fiction, vous devriez plutôt faire de l'opéra, du théâtre et de la danse en prime time plutôt que Abyss, vous leur répondez quoi ? Ils sont dans une position un peu schizophrénique, parce que c'est assez rare dans l'histoire de France Télévisions d'être critiqué parce que France Télévisions marche. Donc, quand on marche, on dit que c'est pas normal, et quand on marche pas, on dit que France Télévisions coûte trop cher. J'ai envie de dire, nous, regardez le cahier des charges. L'Arcom dit chaque année que France Télévisions respecte toutes ses missions de service public, en termes de diversité de programmes, en termes de diversité de genre, d'histoire, etc. Donc on a le blanc-seing des autorités de tutelle.
nos programmations sont très différentes. La programmation au sens large de France Télé ne repose pas sur des marques étrangères. Ouais. Quand on fait Abyss, c'est une coproduction. Ça fait 5 ans qu'on travaille sur cet ouvrage. On a tous les services publics avec nous, plus un service payant Hulu Japan. Et la concurrence est libre. TF1 ou M6, ils peuvent. Est-ce que le cinéma français est en danger? Je ne peux pas ne pas vous poser la question suite à la sortie de Madame Triet à Cannes, qui alerte sur une situation dramatique pour les créateurs, enfin pour tous les artistes. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Justine Triet, elle a remercié le système dans lequel elle et nous travaillons tous ensemble, l'exception culturelle française. Vous avez vu des remerciements, vous? Oui, parce qu'elle a dit j'en ai bénéficié, j'ai pu faire mon premier film qui n'était pas un succès, puis un deuxième et un troisième, et là le quatrième qui a la Palme d'Or. Et elle a elle a crié son inquiétude. Elle n'est pas la seule. Elle a raison, c'est la question que je vous pose. Je n'ai pas porté de jugement. J'ai juste dit, elle alerte sur une situation. Je pense qu'en fait, le cinéma français, il a des. Il est encore dans un moment charnière et je comprends pourquoi une partie de la profession, auteurs, producteurs et autres, sont inquiets. On est en train d'apprendre à travailler avec les plateformes, par exemple. Il y a de l'argent nouveau dans le cinéma français depuis 1 an et demi, qui vient de Netflix, de Disney et des autres plateformes américaines. Ce sont des plateformes mondiales, ce ne sont pas des opérateurs français. Quelle est leur ligne éditoriale? Est-ce qu'elle est stable? Quel type de film ils ont envie de faire avec nous ou pas? Ça, ce sont des vraies questions. Je comprends tout à fait qu'un auteur qui a l'habitude de travailler avec Canal+ et France Télévisions soit inquiet. C'est tout à fait normal. Vous accepteriez un projet de Justine Triet ou France Télévisions? On les a fait, on est ravis. Mais bien sûr. Est-ce que ça crée? Est-ce que France Télévisions donnerait de l'argent à Justine Triet? J'espère, bien sûr. Et d'ailleurs, nous avons mis en ligne une collection, ces 3 premiers films. Vous pouvez les regarder sur France.tv depuis vendredi. Sans aucun problème. Bon, on a un auditeur qui dit quand on part pas en vacances, c'est quand même dommage qu'on n'ait plus le magazine de cinéma et que ça s'arrête si tôt dans l'année. Il peut y voir les rediffs. C'est vrai, pour Beaugest. Pour Beaugest en particulier. C'est vrai, mais bon, nous, on a des contraintes de coût de programme. France Télé a le coût de programme qu'il a, qui est en baisse depuis 2016. Donc, on gère comme on peut. On a décidé de consacrer notre énergie sur Beaugest à la saison, donc hors vacances scolaires, c'est vrai. Voilà. Bon, vous avez répondu à notre auditeur. Merci à vous. Et puis ce soir, Abyss, série événement à ne pas manquer. Si la nature se vengeait, c'est à 21h10 sur France 2. Merci Manuel Aldu d'avoir été avec nous sur Sud Radio. Merci.